Madame Samassi Karidia, c'est sûr qu'on a eu plein d'éclaircissements sur la situation au pays. Vivant à l'étranger, la diaspora, on a certes des informations via Internet, mais avoir quelqu'un de présent aujourd'hui, s'exprimer, nous donner son point de vue, c'était assez réconfortant. Chers téléspectateurs et téléspectatrices d'Africanda TV, bienvenue. Le 27 octobre dernier, à l'hôtel Marriott à Montréal, s'est tenue la rencontre du président de l'Assemblée nationale ivoirienne, M. Guillaume Soro, avec la communauté ivoirienne du Canada. Cette rencontre, qui entre dans le cadre de sa participation à la 127e Assemblée de l'Union interparlementaire à Québec, a été quelque chose qui tenait tant à cœur à M. Soro. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Autour d'un buffet, le porte-parole de la diaspora ivoirienne, M. Adiko, s'est chargé de transmettre la parole ainsi que le message de toute la communauté ivoirienne au président de leur parlement, mais bien sûr, après le mot de leur ambassadeur. Honneur m'est fait par mes pairs, présidents d'associations, dont certains sont ici présents, de porter la parole et le message de la communauté ivoirienne au Canada jusqu'à vous. Ceci étant dit, l'instant de cette rencontre est mémorable et nous ne pouvons que le saisir. Et maintenant, voici le message que M. Soro a lancé à toute la communauté ivoirienne du Canada, en faisant bien sûr un résumé de la situation du pays avant, pendant et après la crise. Monsieur le Président, les Ivoiriens ont soif de vous entendre. Alors, quand vous voudrez. Je vous remercie. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur Dan Wello, ici présent, Madame le député, Madame Bamba, épouse Arnaud, ici présente, Monsieur le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Monsieur Aka Kobi, Monsieur le consul honoraire de Côte d'Ivoire à Montréal, ici présent, chers compatriotes, mesdames et messieurs, chers amis de la diaspora ivoirienne, chères sœurs, chers frères, mes premiers mots sont des mots de salutation. D'abord, à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, à ses collaborateurs, pour la grande disponibilité, mais la pertinence dans leur travail. Je voudrais, Monsieur l'ambassadeur, au nom de la délégation que je conduis ici, vous saluer et vous dire merci pour ce que vous avez pu faire pour cette délégation. À la suite de Monsieur l'ambassadeur, je voudrais saluer tous les responsables politiques qui sont ici présents, du RHDP, de la LMP, et tous ceux qui ont permis que cette rencontre se tienne dans de bonnes conditions. Je n'oublie pas les associations des Ivoiriens ici au Canada.
Je veux saluer tous mes amis, tous nos amis, particulièrement les jeunes ici présents. Il y a l'association des étudiants et tous les autres jeunes qui se sont organisés. Je veux saluer les femmes qui sont ici. Je veux saluer tous les Ivoiriens et amis de la Côte d'Ivoire qui sont ici présents. Ensemble, permettez-moi de remercier et de rendre hommage à notre consul de Côte d'Ivoire ici à Montréal, qui est un grand ami de la Côte d'Ivoire. Nous avons eu hier l'occasion, autour d'un déjeuner, de parler avec son épouse. Et figurez-vous, je me suis même rendu compte qu'il y a des régions de la Côte d'Ivoire qu'il connaît que moi je n'ai pas encore visitées. Et je vais le saluer parce qu'il a pris une part active dans notre présence et dans les préparatifs de cette rencontre de ce jour. Je veux le remercier. Et il était déjà avec le président Houphouët qui avait fait une visite officielle ici au Canada. Il me rappelait avec une certaine nostalgie quand le président Houphouët était venu ici à Montréal et qu'il avait dormi à l'hôtel Queen Elizabeth. J'ai dit, bon, moi je ne dors pas là-bas, je préfère ici. Et je pense que c'est une très bonne chose et je veux lui rendre hommage. Je veux saluer particulièrement la délégation qui m'accompagne. D'abord, le vice-président, M. Dan Wello, qui est vice-président de l'Assemblée nationale, mais qui est membre de l'UDPCI, parti politique, qui est un groupe parlementaire en Côte d'Ivoire. Je salue Madame le député Bamba Sogona, qui est membre du RDR et qui est membre du bureau de l'Assemblée nationale. Je salue le secrétaire général, qui lui est un administratif de l'Assemblée nationale, M. Akakobi. Ceci dit, chers amis, chers frères, je suis ici au Canada, à Montréal, ce jour, parce que j'ai été invité à prendre part à la 127e Assemblée générale de l'Union interparlementaire. Comme j'aime à l'expliquer simplement, l'Union interparlementaire est ce que l'ONU représente pour les États. C'est toutes les assemblées nationales du monde, tous les parlements du monde qui sont regroupés au sein de l'Union interparlementaire. Cette année, c'est le Canada qui abritait, qui recevait donc l'Assemblée générale, et tous les présidents d'Assemblée se sont retrouvés à Québec pour, pendant plusieurs jours, parler des problèmes communs de nos institutions, mais aussi pour exposer sur un thème précis et dire aux uns aux autres, dans un cadre beaucoup plus convivial, ce que nous entendons chacun, en ce qui le concerne, faire pour son institution dans son pays. Évidemment, ça a été l'occasion pour moi de nouer des contacts. Vous savez que notre Assemblée nationale est jeune, nouvelle, simplement parce que l'Assemblée nationale n'a pas encore 1 an.
de fonctionnement et que notre Parlement a été renouvelé, je dirais, et je parle sous le contrôle du secrétaire général, à autour de 85 à 90%. Nous sommes 249 députés. Nous avons malheureusement enregistré 4 décès. Et sur tous ces députés, il n'y a que 25 députés élus pour la nouvelle législature qui ont déjà exercé un mandat législatif. Donc ça montre bien que nous sommes nouveaux, jeunes, et c'est pour ça que nous sommes aussi dociles, prêts à apprendre le métier. Donc c'était important pour nous de venir ici et de voir comment les autres parlements fonctionnent. Ça a été l'occasion pour nous de faire des rencontres importantes. D'abord avec le président du Sénat canadien, avec qui nous avons longuement parlé, M. Noël Kinsella, de la Côte d'Ivoire, et je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire, qui a connu la Côte d'Ivoire à l'université où il était enseignant. Donc nous avons parlé, il a connu beaucoup d'étudiants ivoiriens, nous avons parlé, et je pense que la question de l'éducation, et je note que dans l'intervention de votre porte-parole, c'est une question qui est revenue plus d'une fois, est une question importante et que nous devons explorer. Nous avons rencontré le président du Parlement du Québec, M. Jacques Chagnon. C'était plutôt chaleureux cette rencontre parce que M. Jacques connaît bien la Côte d'Ivoire, il connaît Bassam, il connaît Yamoussoukro, il a été là-bas en Côte d'Ivoire. Et c'est avec beaucoup d'amitié, de nostalgie qu'il a évoqué ces 2 séjours en Côte d'Ivoire. Sachez que simplement en 1998, la Côte d'Ivoire avait reçu l'Assemblée parlementaire de la francophonie et qu'à cette occasion, plusieurs parlementaires s'étaient rendus dans notre pays et avaient pu apprécier l'originalité de ce pays. Vous savez, comme le disait le consul, quand vous avez vécu en Côte d'Ivoire, vous avez du mal à vous séparer de ce pays. Nous avons rencontré aussi le ministre des Relations internationales, de la francophonie et du commerce international du Québec, M. Jean-François Lisée, avec qui nous avons parlé de notre pays. Et j'ai été plutôt heureux de voir la grande disponibilité aujourd'hui du Québec à renforcer les relations avec la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est une bonne chose. L'ambassadeur était avec moi et ce sont, de mon point de vue, évidemment, des pistes à explorer dans l'intérêt, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. Voici, chers amis, très rapidement et de façon succincte, ce que je pouvais dire de mon séjour au Canada. Alors, comment être au Canada et ne pas rencontrer les Ivoiriens qui y sont? C'est pourquoi, avec beaucoup de joie, j'ai demandé à monsieur l'ambassadeur de faire en sorte que nous puissions voir la communauté ivoirienne ici au Canada. C'est pourquoi je suis très heureux et je dois dire tout de suite satisfait de la mobilisation que j'observe et surtout de la grande disponibilité des Ivoiriens au Canada. Je vous dis merci d'être venus aujourd'hui. Je suis d'autant plus heureux que c'est la toute première fois que je mets les pieds au Canada. Le Canada, comme je disais à l'ambassadeur, j'entendais parler et quand nous étions au collège, on nous effrayait tellement avec le froid canadien que très peu, j'imagine, souhaitaient venir ici. Quand on était au collège, on nous disait qu'au Canada, pendant leur hiver, si tu sors non couvert, quand tu touches ton oreille reste dans ta main. Donc j'ai dit, bon, on ne va pas y aller pour perdre notre oreille. Mais je suis très content parce que j'ai trouvé de la chaleur, de l'amitié, de la fraternité. Ça me réjouit. J'ai pour habitude de dire que le Canada, personnellement, je l'ai croisé
quand j'étais collégien au petit séminaire de Katiola, où 2 de nos enseignants étaient des Canadiens. Un prêtre, le père Michel Domingue, et un professeur de physique-chimie, M. Jean-François Grondin. Michel Domingue, que j'ai rencontré avec ma délégation à Québec, puisqu'il vit à Québec, rentré, retiré aujourd'hui. Et j'étais content de venir dans ce pays. Et je suis content d'y avoir séjourné. Voici, chers amis, ce que je pouvais vous dire des sentiments et des impressions que j'ai eues du Canada. Je crois que ce sont des impressions partagées par toute la délégation qui m'accompagne. C'est pourquoi nous prendrons désormais plaisir à revenir au Canada. Mais je sais bien que si les Ivoiriens sont venus nombreux, c'est aussi pour que je puisse leur donner les nouvelles bien fraîches de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, hein, Internet, ça ne suffit pas. On veut savoir ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et comme il se trouve, par un concours de circonstances, que nous ayons joué quelques rôles dans ce destin de ce pays, il est bon que nous puissions en parler. Alors, disons que, globalement, notre pays, la Côte d'Ivoire, j'ai vu toutes les meurtrissures de certains d'entre vous quand on a évoqué les difficultés que nous avons connues depuis, comme l'a dit votre porte-parole, depuis 1999. Mais je pense que les Ivoiriens, aussi bien de la diaspora que ceux qui sont au pays, nous devons comprendre que la vie d'une nation est parsemée quelquefois par des événements inattendus. Mais que le plus important, c'est de savoir tenir le cap et avancer. Je disais hier à l'ambassadeur, quand on voit comment ce pays est construit, on peut s'interroger de savoir pourquoi le nôtre n'est pas aussi construit. Mais ce qui me paraît essentiel, c'est la vision du leadership ivoirien. Où voulons-nous aller et que voulons-nous faire de notre pays? Mais ces questions ne doivent pas se poser simplement aux dirigeants, mais aussi aux citoyens que vous êtes, que nous sommes. Parce que c'est ensemble que nous devons conjuguer nos efforts pour hisser notre pays au sommet du développement. Moi, je suis optimiste, pas simplement parce que je suis un politique, mais je suis optimiste parce que je crois à la marche de l'histoire. Parce que je sais que la Côte d'Ivoire compte des citoyens de valeur. Parce que la Côte d'Ivoire compte des citoyens profondément attachés à leur pays. C'est pourquoi vous me permettrez de parler sans tabou de ce que nous avons connu dans notre pays. Au plan politique, vous le savez, la Côte d'Ivoire a malheureusement encore connu une crise post-électorale que nous aurions pu éviter en 2010. Et je le dis, nous aurions pu éviter cette crise tant nous nous étions investis pour faire en sorte que l'élection de 2010 soit une élection irréprochable. J'insiste là-dessus parce que j'ai vécu cette élection. Parce que personne ne nous a obligés à organiser l'élection de 2010. Personne.
Et je dis que personne ne nous a obligés parce que moi j'ai participé à toutes les négociations en Côte d'Ivoire politique. Parce que vous savez, à l'époque, on avait ce qu'on appelait le groupe des 5 grands. C'était au temps de Bani, il y avait le groupe des 5 grands qu'on appelait, qui était appelé à discuter. Il y avait le président Bédié, le président Alassane, le président Gbagbo, le premier ministre Bani et moi-même, à l'époque du groupe de travail international. Nous faisions des réunions pour trouver les solutions. Et si vous vous souvenez, quand nous avons fait les négociations de Lomé, de Paris, de Pretoria, l'ancien président disait « C'est l'Occident qui veut nous imposer des accords, je ne suis pas d'accord avec ça. » Et c'est lui-même librement qui s'est levé un matin, qui allait à Ouagadougou, pour dire au président Compaoré, je veux faire un dialogue direct anti-ivoirien sans la présence de l'Occident. Donc nous avons discuté directement sans intermédiaire. C'est pourquoi d'ailleurs, la médiation burkinabé, on ne les appelait pas médiateurs, on les appelait facilitateurs. Parce que nous voulions nous parler en dehors des Nations Unies, en dehors de l'Union africaine, nous voulions nous parler entre Ivoiriens. C'est ça le dialogue direct, inter-ivoirien. Avec un facilitateur qui était le voisin de la Côte d'Ivoire. Donc, que n'avons-nous discuté pendant des mois? Et on a même dit, nous ne voulons pas que la contrainte du temps nous amène dans la précipitation et nous fasse rater l'essentiel pour la sortie de crise. Donc nous avons discuté tranquillement. L'accord de Ouagadougou, regardez, prenez l'accord de Ouagadougou, les signatures qui sont là-bas, il n'y a pas 10 000 signatures, il y a 3. Il n'y a pas d'Occident dedans, il n'y a personne, c'est nous-mêmes. Il y a la signature de l'ancien président, il y a ma signature et il y a à côté la signature du facilitateur. Donc, nous nous sommes mis d'accord sur 3 choses. 1. Qu'il fallait organiser une élection démocratique, transparente. 2. Qu'il fallait régler définitivement la question de la nationalité en Côte d'Ivoire et donner les pièces d'identité aux Ivoiriens, donc l'identification, le processus d'identification. Et puis troisièmement, qu'il fallait réunifier l'armée. Telles les 3 missions que nous avions discuté, convenues dans l'accord de Ouagadougou. Donc, j'ai été par la suite désigné et nommé Premier ministre en vue de mettre en œuvre cet accord. Et c'est ce que j'ai fait. Évidemment, j'avais une boussole. C'était cet accord. J'avais des missions que je viens de vous indiquer. Et j'y ai travaillé. Nous avons, oui, c'est vrai, vous vous souvenez, j'avais dit à l'époque que je ne suis pas dans le fétichisme des dates. Et que ce qui m'intéressait, c'était de m'organiser pour amener les Ivoiriens aux élections en vue de restaurer la souveraineté du peuple ivoirien, à qui revient la responsabilité de désigner le président de la République. En réalité, voilà mon objectif. Et donc, nous nous sommes mis à la tâche. Nous avons travaillé pour la Côte d'Ivoire. Le tout était que les Ivoiriens puissent voter. Tous les textes électoraux, je les soumettais à toutes les parties. Et c'est comme ça que nous avons travaillé. La commission électorale indépendante que nous avions mis en place, dirigée par Robert Mambé, et vous vous souviendrez, le 10 février 2010, quand l'ancien président a dissous la CEI et dissous le gouvernement, c'était un coup dur qui aurait pu emporter l'accord politique de Ouagadougou. Parce que c'était des moments que je veux évoquer.
Quand le gouvernement a été dissous, la CEI dissoute, qu'est-ce qui se passait? C'est simple. L'opposition de l'époque, dans laquelle figurait Mme Sogona Bamba, M. Danouelo, ils ont dit, on va voir si Guillaume n'est pas vendu, il n'est pas un traître, il n'est pas acheté, parce que si Gbagbo a dissous la CEI et le gouvernement, logiquement, Guillaume doit démissionner. J'ai dit, je ne démissionne pas. Parce que ma mission n'est pas terminée. Dans la feuille de route de Ouagadougou, on m'a dit de faire l'élection. Et comme en février 2010, je n'avais pas fait l'élection, je considérais que ma mission n'était pas terminée. Mais je sais bien d'entre vous dans cette salle, on dit que Guillaume était acheté, vendu par Gbagbo. Et je sais bien, si certains ont le courage de leurs opinions, ils diront bien qu'ils m'ont accusé de trahison. J'ai entendu ça. Mais quand j'ai refusé de démissionner, ce n'est pas parce que j'aimais la primature. Si vous saviez ce que c'est que la primature à cette époque-là. Ce n'est pas parce que j'étais dans... Mais je voyais la Côte d'Ivoire aller à feu et à sang. Il y a même un ministre qui était avec moi au gouvernement qui est venu me voir le soir de la dissolution, de la double dissolution. Au moment où je réfléchissais pour voir ce que j'allais faire, j'ai réuni mes collaborateurs pour leur dire, bon, le président vient de dissoudre la CEI et le gouvernement, qu'est-ce que je fais? Autour de moi, il y avait deux positions. D'autres disaient, ah oui, s'il a dissous, tu démissionnes, on retourne à Bouaké. Et d'autres disaient, bon, il faut peut-être analyser. Je leur ai dit, vous savez, nous sommes dans un processus, il faut qu'on maintienne le cap. Mais quand le ministre est venu me voir, il me dit, mais Soro, tout le pays est en train de brûler. Les Ivoiriens n'attendent que tu démissionnes pour chasser Gbagbo du pouvoir. Si tu démissionnes aujourd'hui, demain Gbagbo tombe. Et le ministre de continuer par me dire qu'en ville, tout le monde dit que Guillaume a trahi. Il a trahi, il est avec Gbagbo, il a été acheté, c'est fini, c'est pourquoi il ne veut pas démissionner, etc. Alors, il faut bien avouer qu'il était courageux de me dire ce que les gens disaient tout bas. Je le regardais et puis je lui ai dit, il dit, tout Abidjan en feu, les bus brûlent, les commissariats brûlent. Ça dit que vraiment il était... Alors je l'ai regardé, j'ai dit, mais monsieur le ministre, les bus brûlent. Il dit oui. J'ai dit, mais depuis quand un bus qui brûle fait tomber un régime? J'ai dit, mais brûler bus là, si vous êtes à ce niveau-là, moi j'ai déjà fini avec ça. Moi c'est quand j'étais étudiant, quand j'étais étudiant, hein, certains sont là, c'est quand moi j'étais étudiant, on disait bus à brûler, mais ça fait quoi? J'ai dit, mais laissez, c'est pas vous amuser. Un État c'est plus fort et solide qu'un bus. Vous ne ferez pas tomber un régime en brûlant 2-3 bus. J'ai dit, mais monsieur le ministre, est-ce que vous savez quelles sont les dispositions qui ont été prises? J'ai dit, mais moi, à supposer que je prête de l'intelligence à Gbagbo comme moi-même, je ne peux pas prendre le risque de dissoudre la CEI et le gouvernement si je n'ai pas pris un minimum de dispositions. J'ai dit, mais que votre adversaire vienne vous dire, allons jouer un match à telle heure, dans tel lieu, et puis vous vous levez pour aller jouer ce match-là? J'ai dit non, c'est une erreur. Il a préparé son coup. Acceptons que vraiment il nous a pris par surprise et que ce coup-là, on n'est pas préparé. Vous-même qui êtes là, quelqu'un vient vous dire, on doit se battre. Mais se battre là, j'ai choisi tel lieu où on va se battre, j'ai choisi l'heure à laquelle on va commencer le combat, et puis vous suivez la personne. J'ai dit donc, il nous invite là, à une crise. Mais si on tombe là-dedans, il est mieux préparé que nous. J'ai dit donc moi, c'est pour vous que je fais ça. J'ai dit, mais
Monsieur le ministre, est-ce que vous savez que déjà les escadrons de la mort ont repéré votre maison et qu'ils s'apprêtent à vous tirer une... Quand j'ai dit tirer une balle, le type il a bondi. Comme si de mes doigts là, une balle pouvait sortir. J'ai dit, mais si tu es peureux comme ça, c'est pas comme ça que vous allez changer les choses en Côte d'Ivoire. Je vous raconte ça, mais ça a été ça l'histoire de notre pays. On a dit, Guillaume a été acheté. Mais moi je savais que tant qu'on n'organisait pas l'élection et que les Ivoiriens désignaient leur président, la Côte d'Ivoire ne sortirait jamais de la crise. Parce que même en 2010, si j'avais démissionné, qui serait président de la République? C'est ça le problème. Tant qu'il n'y aurait pas d'élection, on ne saurait pas qui est président de la République. Parce que aussi bien Bédié était en droit de dire que c'est lui qui allait gagner, aussi bien Alassane de dire que c'est lui qui allait gagner, mais aussi bien Gbagbo de dire qu'il allait gagner. Il fallait permettre au peuple seul souverain de Côte d'Ivoire d'aller dans les urnes et de dire au monde entier qui est le président de la Côte d'Ivoire. Et c'était ça, notre objectif. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons continué, malgré les difficultés, les blocages, d'avancer petit à petit. Et enfin, nous sommes arrivés à l'élection. Nous avons fait le premier tour. Les choses étaient claires. Nous avons fait le second tour. Ceux qui encore ont quelques, disons, même soupçons de doute sur l'élection. Mais arrêtons, parce que cette élection a été transparente. Je dis bien transparente. Je veux bien qu'on continue d'organiser des élections en Côte d'Ivoire, mais celles que nous avons organisées en 2010, tous les éléments de cette élection ont été passés au peigne fin, tant la méfiance entre les camps et les candidats était grande et que personne ne voulait céder le pas à l'autre. Nous avons regardé tous les aspects dans les détails et je suis un témoin vivant de ça. Le premier tour a été fait, tout le monde était content en Côte d'Ivoire, un taux de participation jamais inégalé dans notre pays, 86% de taux de participation, qui concurrençait avec les pays développés. Prenez les élections en Afrique. Je ne peux pas accepter qu'on jette du discrédit sur cette élection et surtout sur la souveraineté du peuple de Côte d'Ivoire. Et quand nous avons fait le premier tour, l'ancien président et moi avons fait le bilan de cette élection. Ce qu'il fallait corriger, on a corrigé. Il a demandé qu'on envoie plus de militaires au nord, je l'ai fait. Il a demandé 2000, le général Mangou, qui est aujourd'hui ambassadeur à Libreville. Il est vivant. Demandez-lui, j'ai fait une réunion, le général Mangou, le général Bakayoko. Bakayoko disait qu'il était contre qu'on envoie les 2000 soldats au nord. J'ai appelé Bakayoko. J'ai dit, Bakayoko ne donne pas un prétexte à qui que ce soit pour ne pas aller au second tour. Même si on dit 5000 soldats au nord, envoyons-les. Et Bakayoko a accepté. On a dit à Mangou, envoie les 2000 au nord. Il dit, non, bon, j'ai eu 1500. J'ai dit, envoie-les. On les a envoyés au nord. J'ai dit, Bakayoko, à ton tour, envoie 1500 au sud. Voilà comment nous avons fonctionné pour améliorer l'environnement électoral. Donc, le deuxième tour s'est déroulé. Tout aussi transparent. 81% de taux de participation. Donc, l'élection était claire. Ce qui est certain, c'est que nous avions 5 moyens de contrôle sur le résultat des élections. Moi, en tant que Premier ministre, j'avais mis un dispositif pour compter les résultats parce que je me disais, il fallait que je sois informé plus vite et plus tôt que tout le monde pour pouvoir prendre des dispositions. Il y avait un moyen de calcul de ces résultats. La CEI avait son moyen de calcul, le facilitateur avait son moyen de calcul, les Nations Unies avaient leur moyen de calcul et le Conseil constitutionnel était destinataire des PV aussi. Mais quand il y a autant de personnes impliquées dans le calcul d'une élection, vraiment, ce n'est pas là qu'on va tricher. Donc les résultats étaient connus, moi je connaissais le vainqueur.
Et c'est ce qui m'a permis de prendre certaines dispositions pour aller voir l'ancien chef de l'État pour lui dire, Monsieur le Président, les résultats ne sont pas bons pour vous. C'est M. Ouattara qui vient en tête. Ça se confirme, c'est lui qui gagne l'élection. Moi, je vous vois en tant que fils, même pas en tant que Premier ministre, en tant que fils, en tant que frère, accepter le résultat de l'élection. Donc c'est clair. Maintenant, c'est simple. Une élection, on peut la perdre, on peut la gagner. Vous vous êtes habitués à ce système ici. Est-ce que parce qu'on a perdu une élection, on décide d'amener le pays dans l'aventure? Voilà pourquoi je dis qu'on aurait pu éviter cette crise. Et ma posture était claire. Je n'étais pas là pour faire gagner quelqu'un. J'étais là pour faire gagner le seul peuple souverain de Côte d'Ivoire. Qu'il choisisse son président. Et la Côte d'Ivoire a choisi, en tout cas en 2010, M. Alassane Ouattara comme président de la République de Côte d'Ivoire. Dans 5 ans, le peuple sera amené encore à choisir un président. Dans chaque 5 ans, le président peut changer. C'est au peuple de décider. C'est fini ça, les présidents, sa vie. Les temps ont changé, le monde a changé. C'est fini. Que personne ne croit que maintenant il peut rester au pouvoir indéfiniment. C'est terminé. On vient pour servir à la présidence et puis on part. 5 ans, 10 ans, c'est bon. Même si tu as été le plus intelligent du monde entier, il faut partir. De petits intelligents vont venir aussi. C'est comme ça un pays marche et fonctionne. Mais pourquoi des gens, ils arrivent à la présidence, ils croient qu'ils doivent faire 30 ans, 50 ans, pourquoi? Ce n'est pas une propriété privée. C'est l'État. Et il faut qu'on comprenne ça parce que les gens ont changé. Il y a des jeunes qui sont nés en 90 qui ont l'âge de voter aujourd'hui. Ils ne veulent pas voir le même visage pendant je ne sais pas combien d'années. Malheureusement, comme nos institutions sont telles qu'elles sont, on a même le sentiment qu'un pays ne tient qu'à la personne du président de la République, mais ce n'est pas vrai. Donc, sur ça, chers amis ivoiriens, le monde a changé, nous sommes en 2012, c'est terminé. On avance, il y a un nouveau président, il va donner ses résultats, et puis on appréciera. En 2015, vous voterez, en 2020, vous voterez, 2025, c'est comme ça. Le monde a changé. Donc, je pense que ça, c'était important quand même que je revienne là-dessus. Évidemment, après l'élection du président de la République, il nous a invités à former un gouvernement. AfriqueCanada.tv, la plus grande télévision d'expression africaine en Amérique du Nord. Vous êtes une entreprise, une ONG, une femme ou un homme d'affaires, un philanthrope. Vous désirez une visibilité incontournable en Amérique du Nord et dans le reste du monde? AfriqueCanada.tv est là. Nous avons formé le gouvernement et l'urgent était de mettre en place les institutions qui ne fonctionnaient plus depuis des années. Et c'est comme ça que l'Assemblée nationale, les élections législatives ont été organisées et selon le principe de la séparation des pouvoirs dans le régime présidentiel, parce que nous sommes dans un régime présidentiel en Côte d'Ivoire, il fallait que je rende ma démission de l'exécutif pour être dans un autre pouvoir qui est le législatif. Et c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, nous avons mis l'Assemblée nationale en place. L'Assemblée nationale a commencé à fonctionner. Nous avons déjà, pour la première session, travaillé sur des tests, mais cette deuxième session, nous allons renforcer les capacités des députés à décortiquer les projets de loi qui nous viennent. Nous avons déjà 16 projets de loi en étude à l'Assemblée nationale. Nous allons procéder au débat et à leur adoption en plénière de novembre à décembre pour donner aux Ivoiriens des lois modernes qui vont régir
et être la norme, la règle dans notre pays. C'est pourquoi j'invite la diaspora ivoirienne. Ne croyez pas que c'est le gouvernement seulement qui doit envoyer les projets de loi à l'Assemblée. Mais si vous avez des idées, vous êtes dans ces pays, que vous voulez faire des propositions de loi, que vous voulez proposer le changement parce que vous y croyez, mais nous sommes à votre disposition. Envoyez-nous des projets sur l'environnement, sur le cadre de vie, sur l'économie. Nous attendons une plus grande participation des Ivoiriens partout où ils se trouvent. Il se trouve que vous êtes dans un pays qui a une longue tradition parlementaire. Mais aidez-nous. Nous, on est nouveaux, on apprend. Si vous saisissez l'ambassadeur, nous avons des projets de loi. On nous envoie. Au moins, je veux qu'à mon bilan, je puisse dire qu'on n'a pas fait que sur le gouvernement et adopter les lois du gouvernement, mais l'Assemblée elle-même a fait des propositions de loi. Qu'elle a été proactive. Et c'est ça. Donc, aidez-moi à avoir un bilan à l'Assemblée nationale. Je sais bien que d'autres questions vous préoccupent sur la question de la sécurité. Il l'a dit. Pour un homme comme moi qui a vécu, je dois dire dangereusement depuis une décennie, quand je vois ce qui se passe là maintenant, je ne suis pas très inquiet parce que l'intensité est loin d'être ce que nous avons connu. Mais en même temps, je sais que ce n'est pas bon pour le moral des Ivoiriens parce que entendre qu'il y a eu un commissariat qui a été attaqué, il y a eu telle chose. Bon. Ceux qui ne sont pas habitués. Mais je disais hier à certaines personnes, j'ai dit, mais il faut que les Ivoiriens soient forts. Si nous voulons aller de l'avant, on doit s'armer moralement pour avancer, parce qu'on doit sortir notre pays de la turbulence. Israël, tous les matins, est attaqué, mais il continue de progresser. Donc ces attaques, ça et là, qui relèvent du harcèlement programmé, ne doivent pas saper le moral des Ivoiriens. Il faut que vous soyez armés. Parce que, évidemment, vous ne croyiez pas que nous allions sortir de cette crise-là et comme par coup de baguette magique, tout allait aller comme ça, non. Il y aura des difficultés. Vous savez, tout changement connaît sa part de résistance. Toute révolution a sa part d'inconnu qui suscite la crainte, la méfiance des autres. Voilà comment je peux traduire ces attaques qui ressemblent plus à des spasmes, mais qui vont progressivement décroître et disparaître. Je suis convaincu, et j'en parle régulièrement avec le président de la République, que l'ensemble des mesures au niveau sécuritaire à prendre doit permettre à l'État de Côte d'Ivoire, à une échéance, certes, que nous souhaitons brève, de sécuriser les populations, les personnes et les biens. Parce qu'évidemment, le développement que nous voulons, s'il n'y a pas une sécurité bonne en Côte d'Ivoire, peut se trouver ralenti. Mais la sécurité, elle est aussi psychologique. C'est pourquoi je dis psychologiquement, vous devez être armé. Parce que certains vont encore tenter d'harceler, de bousculer le régime. Mais nous sommes solidement assis et nous allons consolider cette assise-là. Parce que je disais à certaines personnes, l'insécurité, elle est mondiale. Même si vous dites que Paris est sécurisé et que vous vous promenez avec des billets de 500 € aux Champs-Élysées, vous serez agressé. Hein? Ne croyez pas. Donc, nous allons prendre les mesures, mais en même temps, il faut que les Ivoiriens ne se laissent pas émouvoir par tous ceux qui veulent encore tenter certaines choses. Sur le plan économique, je crois que c'est bien là un volet sur lequel il y a eu de grandes avancées. Et je pense qu'on n'en parle pas suffisamment assez. On devrait en parler parce que
quand on dit que la Côte d'Ivoire va avoir un taux de croissance de son PIB de plus de 8%, ça ne doit pas passer inaperçu. Parce que l'année dernière seulement, en 2011, nous étions en décroissance économique. Nous avions un PIB négatif de 4,5% au sortir de la crise. Et que d'une décroissance économique, on passe à une croissance économique qui double quasiment le taux de l'année dernière, c'est une performance. Je dis bien c'est une performance. Et c'est bien l'un des volets sur lesquels nous réussissons le mieux. Et je voudrais, en tout cas, en tant que président de l'Assemblée nationale, dire nos félicitations au gouvernement pour le travail qui est en train d'être fait. Aussi bien l'université qui a été réhabilitée, que les voiries, les routes, mais aussi l'environnement des affaires qui s'est amélioré avec le nouveau code de l'investissement, avec les mesures que nous prenons pour donner une sécurité au monde des affaires. Donc beaucoup de choses sont en train de se faire en l'espace de 2 ans. Ce n'est pas banal. C'est pourquoi je pense, de mon point de vue, que pour que les institutions internationales viennent tabler sur notre taux de croissance, ça montre bien qu'un travail sérieux a été fait en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, chers amis, je voudrais, bien entendu, ma délégation et moi-même, vous demander de garder votre sérénité. Mais surtout, vous demander de continuer d'être engagé pour votre pays. Je suis convaincu que dans les années à venir, vous aurez des motifs de fierté de la Côte d'Ivoire. Les frémissements se font sentir et c'est pourquoi je veux m'adresser à la diaspora. Le rôle éminemment important que vous aurez à jouer dans le développement économique de notre pays. La diaspora, pour moi, elle est importante. Et si on prend la diaspora comme une donne économique, on peut effectivement impacter la croissance économique dans notre pays. C'est pourquoi, vous l'avez noté, quand j'étais à la primature, j'ai demandé et obtenu, avec le soutien du président, que pour certaines structures de l'État de Côte d'Ivoire, il faut donner la possibilité à tout Ivoirien, qu'il soit de Tengrela, situé en Chine, au Canada, d'avoir la possibilité d'apporter sa connaissance, sa compétence, son intelligence au développement de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous avions lancé les appels à candidature pour 3 structures sous tutelle de la primature. Alors que, quand j'ai lancé l'appel à candidature, certains de mes amis la nuit sont venus me voir et me disent « Mais, monsieur le Premier ministre, on ne comprend pas ton affaire d'appel à candidature. » J'ai dit « Mais comment ?» Il dit « Mais nous, on a été avec toi ici, on a lutté, tout ça. Maintenant, au lieu de nous nommer, pas te faire appel à candidature pour appeler des gens qui n'ont pas mené le combat. » Je leur ai dit « Non. On parle de l'État. Mes amis restent avec moi, peut-être dans mon cabinet. Mais on parle de l'État. Quand on parle de l'État, quand on parle de la gestion de l'État, des structures de l'État, mais tous les Ivoiriens sont égaux. Et seule la compétence fera la différence. Et on a lancé l'appel à candidature pour le CNTJ. C'est un de la diaspora canadienne qui a gagné, je ne le connaissais même pas, il s'appelle, je crois, Fonds B. Fonds, oui, F-O-N-H, qui était ici, quelque part au Canada, qui a remporté. Un autre, pour la SNDI, était aux États-Unis. Hein? Et le CPC, c'était quelqu'un qui était en France. Alors, je les ai reçus quand ils ont remporté l'appel à candidature et j'ai demandé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui vous a poussé à participer à cet appel à candidature? Et c'est celui du Canada qui nous a répondu. Il a dit,
quand il a décidé de participer à l'appel à candidature, ses amis ont commencé à rire de lui. Lui ont dit, mais toi aussi. Appel à candidature en Côte d'Ivoire, toi aussi. Le résultat est déjà connu. Mais que quand même, il a déposé, peut-être pas avec toute la grande conviction, il a déposé son dossier. Vous voyez, il a déposé son dossier, et puis, première sélection, il est passé, deuxième, il est passé. Et c'est comme ça qu'à la deuxième sélection, il a commencé à y croire, vraiment. Et qu'il était surpris, un matin, le cabinet l'appelle pour lui dire « Vous êtes monsieur Tan, vous avez remporté l'appel à candidature. » Donc ça montre bien que le sérieux peut exister dans notre pays. Et je l'ai reçu, on en a parlé, c'est comme celui qui était à Paris, je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais par contre, celui des États-Unis, j'avais un problème parce qu'il s'appelle Soro. Donc, il est venu premier sur la liste. Et parce qu'on nous donne, nous qui avons lancé l'appel à candidat, on nous donne 3 noms. Le premier, le deuxième, le troisième, parce que les 3 sont sensiblement bons. Hein, Alors, il était Soro premier, et puis il y avait un deuxième, je ne me souviens plus, un troisième. J'ai dit, mais vous voyez, si on prend le Soro là, on va dire que le Premier ministre allait chercher sa famille pour venir nommer à la SNDI. Donc, je suis allé voir le président. J'ai dit, mais monsieur le président, on a fait l'appel, c'est fructueux, mais j'ai un souci avec un là qui a été à la SNDI. Bon, il s'appelle Soro. Bon, je sais qu'on va me critiquer d'avant. J'ai dit, mais monsieur le président, peut-être qu'on pourrait prendre le deuxième. Le président m'a dit, ah non, tu sais Soro, je ne suis pas dans ces histoires de tribalisme et autres, tout ça ne me concerne pas. Moi, j'ai été aux États-Unis, j'ai fait mes études. S'il est premier, on le prend. Voilà comment M. Soro va apprendre qu'il a été sauvé par le président de la République qui a dit non, on prend les premiers. Qu'il s'appelle Soro, qu'il s'appelle, il n'y a aucun problème, il est premier. Et voilà comment il a été retenu. Donc, je veux dire que, et d'ailleurs, ce qu'on ne savait pas, c'est que certains sont venus me voir, monsieur le Premier ministre, quand même, c'est la diaspora seulement qui a, sur les 3, un en France, un au Canada, un aux États-Unis. J'ai dit, mais bon, s'ils ont la compétence, on ne peut pas tricher. Donc, c'est pour vous dire que la Côte d'Ivoire nouvelle est en marche. Et après, je suis content que le ministre Bruno Koné ait poursuivi dans cette direction avec le VITIB, et je sais aussi qu'il y a eu un appel à candidature à la RTI. Donc, ce sont des pratiques de bonne gouvernance qui sont en train de s'installer. Non seulement il faut encourager, mais il faut intégrer. Donc, je demande à la diaspora de se sentir concernée par la gestion au quotidien de notre pays. Ensuite, nous sommes en train de mener une étude sur la diaspora. J'avais pris un cabinet international pour étudier la question de la diaspora. Et nous nous sommes rendus compte qu'au Maroc, la diaspora contribue à autour de 8% dans le taux de croissance du PIB marocain. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est 0,8%. Le Burkina, c'est 3%. Le Mali, c'est 4%. Le Sénégal, c'est 5-6%. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est en retard. Évidemment, quand j'ai pris les gouvernements de ces pays, vous verrez au Sénégal, il y a un ministre chargé des Sénégalais de l'étranger. Au Maroc, les Marocains de l'étranger. Chez nous, on n'en a pas. C'est un sous-département au ministère des Affaires étrangères. Donc, ce qu'il faut peut-être voir en perspective, c'est que de façon structurelle et institutionnelle, la question de la diaspora soit reprise par le gouvernement. Donc, quand l'étude sera achevée, ce sont des propositions que nous ferons pour amener la diaspora ivoirienne à se sentir près de la Côte d'Ivoire, mais aussi à s'impliquer dans les projets de développement que le gouvernement pourrait faciliter. Donc c'est une étude qui est en cours, hein, nous avions commencé ça, et je pense que ça doit être actuellement sur la table du Premier ministre, et que c'est une étude qui connaîtra des suites. Voici, chers amis de la diaspora, le long exposé que j'ai voulu vous faire, long simplement parce que ça fait des décennies qu'on ne s'était pas vu.
long parce que la crise ivoirienne aussi a longtemps duré et qu'il me fallait résumer en quelques mots. Mais surtout, ma conclusion sera de dire que je sais que vous aimez la Côte d'Ivoire. Nous, Ivoiriens, aimons notre pays. Et c'est pourquoi je suis convaincu que chacun d'entre vous trouvera la force de faire les progrès nécessaires pour réaliser la réconciliation nationale qui est en marche dans notre pays. Je sais encore que certains ont beaucoup d'amertume, beaucoup de douleur dans leur cœur. Mais toutes les nations de ce monde ont connu chacune leur part de douleur, de souffrance. Le Canada a connu plusieurs colonisations. D'autres pays ont connu la guerre. Donc je comprends tous ceux qui ont beaucoup d'amertume, qui ont perdu un frère, un parent, un ami, dans ce conflit qui a quand même occasionné plus de 3000 morts dans notre pays. Mais il me semble, je ne sais pas si j'ai raison, que la meilleure récompense pour tous ceux qui sont morts dans ce conflit, c'est que plus jamais il n'y ait un autre conflit qui provoque autant de morts. C'est pourquoi, si on doit honorer leur mémoire, chacun d'entre nous, malgré la douleur, la tristesse, l'amertume, la meurtrissure, nous devons nous élever. Parce que chacun doit avoir en mémoire que plus jamais de tristes choses n'arrivent à la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi nous devons être tolérants. Nous devons continuer de parler et le gouvernement doit continuer de parler avec l'opposition. Nous devons continuer entre nous à nous fréquenter, à nous parler pour qu'il ne puisse pas avoir de division, de clans, d'ethnie. Parce que nous ne pouvons pas être divisés par l'ethnie en Côte d'Ivoire, tant nous sommes imbriqués. Comme on dit en Côte d'Ivoire, mélangés. Je disais à certains amis, mais vous savez, moi, mes enfants à la maison, ils parlent le bété, je suis sénoufo. Si j'étais dictateur, je leur aurais dit, vous devez parler le sénoufo. Mais comme ils vivent avec leur mère, ils parlent bété chez moi. Et donc, au point où moi-même je connais quelques mots bété. Mais c'est ça la Côte d'Ivoire, parce que, voilà, nous n'avons pas choisi sur la base ethnique. Nous nous sommes croisés dans les amphis, au marché, dans les villages, partout. Et nous avons marché ensemble, à l'école, dans nos lieux de travail. C'est pourquoi nous ne devons pas accepter de nous laisser diviser. Nous devons, ensemble, accepter cette richesse que constitue la diversité dans notre pays. Vous êtes ici, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Vous qui avez été acceptés par les Canadiens et intégrés dans leur société. Quelqu'un disait que certains ont la nationalité canadienne et ont les mêmes droits que les Canadiens. Évidemment, tout ça participe de l'édification de la nation. C'est pourquoi je veux vous lancer un message d'espoir. Je veux vous parler de cette réconciliation. Il faut que les associations se donnent pour mission aussi de faire la réconciliation. Il faut que vous inscriviez ça. Il faut que les partis politiques, le RHDP et les autres, LMP, etc., parlez-vous. Parce que la Côte d'Ivoire avancera. Hier, c'était le temps de Gbagbo, mais avant-hier, c'était le temps de Gueye, mais avant lui, il y avait le temps de Bédi, avant lui, il y avait le temps d'Oufoué. Mais demain, aujourd'hui, c'est Ouattara, demain, ce sera un autre, après-demain, un autre. Est-ce pour autant que vous, ici au Canada, vous devez vous armer de couteaux, de langues fourchues, pour vous injurier, vous diviser? Je ne crois pas. C'est pourquoi je demande aux Ivoiriens
d'être unis, solidaires. Oui, nous avons mal, mais comme on dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc si vous n'avez pas mal, si vous ne montrez pas aux autres que malgré vos douleurs, vous avez la capacité d'aller vers l'autre, vous n'aurez rien accompli d'extraordinaire. Or, ce qu'on vous demande pour l'amour de votre pays, c'est d'accomplir chaque jour l'extraordinaire. Voilà le message que je voulais vous lancer, en espérant que notre passage ici aura permis aux Ivoiriens vivant au Canada de se retrouver, à ces associations, ces organisations de Canadiens de se retrouver pour se parler et cultiver l'amitié, la fraternité si chère au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Merci, chers amis. Merci d'être venus. Merci pour l'écoute. Merci. Merci, Monsieur le Président. Après la période des questions et réponses, la diaspora ivoirienne s'est dit très satisfaite d'avoir des nouvelles rassurantes de leur pays. Voici les réactions. Bien, c'est avec plaisir que nous avons reçu aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale, M. Soro Guillaume. Nous avons été vraiment motivés à venir le voir et nous ne sommes pas déçus. Il nous a donné des nouvelles du pays, on voit que le pays va bien, le pays est en train de regagner sa stabilité et nous sommes contents d'avoir reçu, nous sommes contents que la communauté ivoirienne par lui ait pu se réunir dans une même salle autour d'un buffet et on ne peut dire que merci à Dieu lorsqu'il y a un tel événement qui arrive. Bonjour, moi je suis Mamadou, je suis administrateur système réseau. Donc mon impression c'est que vraiment ça s'est très bien passé. J'ai aimé la franchise de Guillaume Soro. C'est quelqu'un quand même que j'ai quand même suivi durant tout son parcours. C'est un modèle, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de problèmes qui sont passés dans le passé. Donc regardons un peu l'avenir de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une grande nation, j'espère que cette nation sera une nation émergente. Les Ivoiriens doivent s'y mettre pour la réconciliation, pour la paix et croire à l'avenir de ces pays. Et ces pays, j'espère qu'ils vont vraiment bien. Je vous souhaite bon séjour et bon retour en Côte d'Ivoire. Merci. Moi, c'est Karine Anoma. Donc j'ai une impression assez mitigée parce qu'on n'a pas vraiment pu poser les vraies questions. On n'est pas allé au fond des choses, c'est resté assez en surface. Bon, je dirais que c'est un très bon politique. S'il pense vraiment ce qu'il dit et s'il est vraiment prêt à faire ce qu'il dit, ok, mais on attend de voir dans les faits comment les choses vont se passer. Et bon, il n'y a pas eu énormément de questions, il n'y a pas eu l'occasion de poser des questions, j'imagine à cause du temps ou autre chose. Et puis, ouais, c'est ça. La satisfaction totale. Okay. J'ai eu l'occasion de dire merci à Soro d'avoir dit la vérité après les élections. C'est ce qui me tenait à cœur. C'est super apprécié. On aimerait recevoir d'hommes personnalités ivoiriennes venir nous voir ici et puis nous donner des feedbacks et puis comment est-ce que l'avancement du pays s'annonce. Merci. D'abord, j'aimerais remercier tout particulièrement le président de l'Assemblée nationale, M. Soro Guillaume, pour sa visite au Canada. C'est tout un événement. Et en tout cas, on espère qu'il revienne encore ici au Canada. Et aussi, le travail qu'il a fait en Côte d'Ivoire, c'est un travail excellent. S'agissant des élections, l'organisation des élections. Bon, moi, ici, en ma qualité de président de la Commission électorale du Canada, on a fait ce qu'on a pu pour organiser les élections. Ça s'est bien passé. Et en tout cas, on souhaite bien de choses pour la Côte d'Ivoire. Nous venons de vivre un séjour très enrichissant au Québec. Je peux vous dire que j'ai appris beaucoup de choses lors de cette 127e session de l'Union interparlementaire. Nous avons participé au débat, la Côte d'Ivoire a voté pour les questions d'urgence. Nous avons aussi eu à plancher sur le problème du genre et donc c'était très intéressant. Il faut dire aussi que à côté de cela, l'accueil par la diaspora ivoirienne a été l'un des plus chaleureux. Nous avons, dès l'aéroport, été assaillis par tous les membres, presque on peut dire, de la diaspora canadienne, qui nous a vraiment bien accueillis. Le président a été happé par tout le monde, applaudi et félicité, acclamé par tout le monde.
Ça nous est allé droit au cœur et puis bon, tout s'est très bien passé par la suite. Et vous voyez que tout à l'heure, nous venons d'avoir une séance de travail avec la diaspora que vous êtes. Et moi, je voudrais dire merci à chacun et à chacune d'entre vous de nous avoir réservé le plus beau accueil et de nous avoir aussi appris un peu de votre vie au Canada, comment ça se passe, comment vous vivez. Et nous sommes très fiers de vous car nous savons que vous êtes vraiment une diaspora, je ne dirais pas de classe, parce que ici, vous êtes en majorité des cadres, des grands étudiants qui sont en PhD et d'autres qui font les affaires et des grandes affaires. Franchement, nous sommes fiers de vous. Moi, je suis très contente de mon séjour. Je voudrais dire merci à tout le monde et puis merci surtout au président de l'Assemblée nationale, M. Soro Guillaume, qui a été vraiment à la hauteur partout où nous sommes passés. Il a donné un discours dans le sens de la réconciliation, dans le sens de la paix et dans le sens du développement et de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Non, excellent. Je trouve que ça a été une rencontre idéale avec des gens tous plein de bonne volonté. Et si ça continue comme ça, on ne peut que réussir. Voilà, la photo. Oui.